source en 2022 pour finaliser le développement de cette technologie et commencer, on va dire, une phase de commercialisation. Donc, on a levé 74 millions d'euros en 2022. C'est une technologie bien sûr brevetée, hein, avec plus de 80 brevets même sur 15 familles. Sur le site de démonstration, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, où on en est, on va dire, sur la démonstration de cette technologie. On a également, on va dire, cette levée de fonds aussi nous a permis d'avoir un premier site de fabrication. Donc vous voyez en haut, en photo sur la droite, ce qu'on appelle, on va dire, les équipements qui sont la thermolyse, sur la gauche en premier plan. Et comme je vous disais, notre développement commercial, donc principalement comme en Europe, on a quand même un développeur indépendant qui est aux États-Unis, dû par le contexte favorable de l'IRA et du financement américain. On a des partenaires structurants, donc on a par exemple un industriel qui s'appelle Vicat, hein, qui regarde à la fois l'hydrogène, le biochar sur la décarbonation du ciment. On a aussi des acteurs qui nous accompagnent comme Eren, hein, qui est plutôt, on va dire, un investisseur à la fois dans des entreprises, mais aussi dans des projets. Sur cette slide, en fait, elle a pour objectif de présenter un peu simplement notre technologie, de comment on va de biomasse en hydrogène. La première qui est divisée en deux grandes étapes, hein, c'est d'abord une transformation de biomasse dans un gaz de synthèse. Donc un gaz de synthèse, c'est quoi? C'est un mélange de molécules énergétiques, d'hydrogène, de CO, de CH4, et il y a voilà, quelques traces d'autres molécules qu'on parlera après, si vous voulez. Et ensuite, de ce gaz, on va venir réaliser plusieurs traitements pour arriver à un hydrogène de qualité mobilité. Donc ça, c'est le flux principal, hein, le revenu aussi principal. Et un coproduit, on va dire, de cette production de Saint-Gaz et le biochar. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail dans la production du gaz de synthèse, hein, que nous on appelle hypergaz parce que c'est un gaz de synthèse, on va dire, à haute valeur, on va dire, énergétique, comparé à la plupart des solutions de gaz de synthèse. Tout d'abord, il y a une phase de thermolyse qui est, on va dire, thermos en grec, ça veut dire chauffer. Donc on va venir chauffer la biomasse à 500 degrés. Cette chaleur va, d'une part, créer des gaz de thermolyse, des vapeurs de thermolyse, d'une part, et aussi un biochar. Donc ces gaz de thermolyse, qui sont des grandes chaînes carbonées, vont être après passés dans un vaporeformage, qui est un craqueur. C'est comme un peu dans une petite raffinerie, hein. Donc on va venir craquer à plus de 1000 degrés rapidement ces gaz de synthèse pour casser du coup les chaînes carbonées et puis pour avoir uniquement de l'hydrogène, du CO, du CO2 et du CH4. Là, on va dire une des problématiques, hein, s'il y a des gens qui se sont intéressés dans toutes ces transformations thermochimiques de biomasse en gaz de synthèse, il y a la pyrolyse, il y a la pyrogasification, il y a la thermolyse. C'est la production de goudron. En fait, il faut savoir que chaque biomasse, hein, en fait, a une température de fusion des cendres. Ça veut dire que si on met la biomasse à cette température, la partie, on va dire, cendre de cette biomasse va rentrer en fusion et va créer des goudrons. Et ces goudrons sont le plus gros problème des installations de gasification qui ont été installées. Nous, notre technologie a l'avantage d'être à 500 degrés. Donc ça veut dire en dessous de ce point de fusion des cendres. Et ensuite, en fait, on va venir craquer en fait, avec notre propre gaz de synthèse, hein, donc avec du gaz énergétique. Et du coup, ce craquage, en fait, avec ce gaz est très rapide et en fait permet vraiment de diminuer cette production de goudron qui est vraiment le gros problème de ce type de procédé.
Après, au niveau des qualités, on va dire, des produits, donc on a notre gaz de synthèse qui est à peu près proche de 45% d'hydrogène. On est un peu plus de 30% de CO. On a quelques traces de CH4, d'eau et du benzène et de l'éthylène. C'est déjà un gaz de synthèse qui peut substituer directement du méthane dans certains procédés industriels, notamment des fours, par exemple. Et comme deuxième produit, on rentre un peu plus en détail, mais c'est un biochar. Nous, notre biochar, il est à peu près 85% de carbone. Ensuite, quand on a ce gaz de synthèse, il faut le traiter. Donc, nous, on a des équipements qu'on appelle la TEPC, donc c'est traitement, enrichissement, purification et compression. En gros, dans ces équipements, il y a déjà, on va enlever tout ce qui est soufre, éthylène, benzène, hein, différents équipements de traitement. Ensuite, le premier équipement d'enrichissement, c'est s'appelle un réacteur de gaz à l'eau. Ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a du CO, hein, il y a quand même 30% de CO dans notre gaz de synthèse. Et le réacteur de gaz à l'eau, en fait, c'est faire une réaction de CO plus H2O qui donne en fait de l'hydrogène et du CO2 et qui permet du coup qui permet de faire l'enrichissement de notre gaz de synthèse. Donc nous, on a par exemple deux réacteurs de gaz à l'eau. Et ensuite, l'équipement aussi important dans cette brique, c'est le Pressure Switch Absorption, appelé PSA, en fait, qui va permettre d'enlever, parce qu'en fait, après, on a un gaz à peu près à 75-80% d'hydrogène, et il reste quand même du CH4 ou du CO2. Donc le PSA va permettre en fait d'enlever ce CH4 et ce CO2 et d'obtenir du coup un hydrogène de qualité mobilité. Et aujourd'hui, le standard de l'hydrogène mobilité, c'est le standard de la pile à combustible. En termes d'offres, en fait, on fait un ensemble d'offres en fait, constituées de fournitures et de services. Donc on fait vraiment un clé en main sur ces petits projets hydrogène. Donc du stockage de biomasse jusqu'à la production d'hydrogène à 30 bars. Par contre, si c'est par exemple dans le marché de la mobilité, nous, ce n'est pas notre cœur de métier de faire tout ce qui est compression, stockage d'hydrogène. Plusieurs secteurs le font, Attaway, HRS ou voilà, différents, même acteurs français. Et en termes de service, c'est comme un EPC, hein, donc on fait du project management, on fait l'organisation, le transport, l'installation, toutes les mises en service à froid et à chaud jusqu'à la réception. En termes de qualité de biomasse, qu'est-ce qui peut être accepté dans notre technologie? On dit, nous, souvent qu'on est un peu biomasse agnostique, dû justement, on va dire, à notre process qui commence par une étape de 500 degrés, ça veut dire en dessous de la température de la fusion des cendres, notamment pour les céréales parce qu'il est très bas. Donc on prend la majorité de tout ce qui est des résidus de biomasse issus des activités sylvicoles, des activités agricoles, de municipalités ou même industrielles. Donc dans ces biomasses, on va dire ça dépend, on en parlera après de la qualité du biochar que l'on veut à la fin, mais ça peut être si on veut avoir un beau biochar, ça peut être des biomasses bien sûr propres, hein, comme des écorces, comme des résidus de céréales, du miscanthus. Et ça peut être aussi des biomasses, on va dire, polluées, donc à un certain point, hein, mais on peut accepter quand même pas mal de bois bais ou des déchets verts ou industriels, par exemple des déchets d'industrie de sucrière, de betterave par exemple. Alors l'autre coproduit intéressant de cette technologie sur ces petits projets hydrogène, c'est le biochar.
Donc le biochar, c'est du charbon vert, hein, un concentré de carbone. Pour vous dire à peu près le bilan carbone physique de notre technologie, c'est que pour un carbone qui rentre dans la biomasse, il y a à peu près la moitié qui va se retrouver dans le biochar, et la moitié, on va dire, qui va se retrouver sous forme de CO2 à la sortie du PSA. Donc déjà, je peux dire que le CO2, qui est un CO2 biogénique, hein, peut être aussi intéressant comme encore un troisième coproduit de cette installation, hein, parce qu'il est vert et qui peut intéresser dire des acteurs industriels qui veulent se décarboner. Et il y a ce biochar, donc 85% de carbone. Donc nous, notre technologie, bon, la photo est peut-être pas vraiment représentative, mais il est vraiment en poudre. Nous, on a un biochar dû par des principes technologiques que l'on a, qui est vraiment de la poudre. Donc il peut être très intéressant, par exemple, à mélanger avec des fertilisants ou pour en valorisation amendement agronomique, ou pourquoi pas incrémenter aussi dans du béton. Donc c'est un peu les deux valorisations. En fait, il y a comme tout au début du marché du biochar, ainsi qui est un marché naissant. On parlera peut-être du marché d'hydrogène tout à l'heure, mais qui est en train de se structurer. Au début, beaucoup d'acteurs voulaient viser une valorisation agronomique. Donc il y a des marchés existants, les cultures hors sol, l'horticulture utilise déjà du biochar, mais pas forcément non plus en grande quantité. Tout ce qui est agriculture intensive, en fait, c'est comme une agriculture, voilà, en termes économiques, où les marges sont très faibles, hein, et du coup, les agriculteurs, on n'est pas sur un fertilisant. Donc, à l'heure actuelle, encore, c'est franchement trop cher pour, par exemple, un grand producteur de blé de mettre du biochar dans son champ. Surtout que la valeur carbone, on va dire, de décarbonation n'est pas prise en compte pour l'instant dans l'Union européenne. Donc pour l'instant, dans cette dernière année, cette dernière année, c'est ce qui ressort plus, c'est une valorisation industrielle qui permet de prendre des grosses quantités de biochar, donc notamment le ciment, comme je l'ai dit en premier, ou aussi, on va dire, à la place du charbon, hein, du coke, qui sert à la réduction du fer dans l'acier. Ça permet de décarboner la production de fer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le biochar? Bon, il y a des conférences sur le biochar. Donc après, il n'y a pas une réglementation européenne, hein, pilotée par l'Union européenne, mais elle est en cours. Pour l'instant, le référentiel, c'est une référentiel suisse qui s'appelle l'European Biochar Certificate, et en fait, qui a différentes spécifications techniques de contenant du biochar et qui nous permet de le valoriser dans le milieu agricole, dans le milieu industriel, ou pourquoi pas même dans le feed, ça veut dire dans la nourriture animale. Donc ici, vous pouvez voir en fait voilà, une installation, on va dire qu'on a simplifiée en termes de modules, sur une production d'hydrogène là d'à peu près une tonne 5 par jour. Vous voyez, il y a à peu près 4 modules de production de gaz de synthèse ici, en vert. Donc chaque module a à peu près une capacité équivalente de 360 kg jour de production d'hydrogène. En amont, il y a la livraison des biomasses, hein. Souvent, c'est fait par des camions faux mouvants à 90 mètres cubes qui vont décharger dans du stockage. Nous, on utilise sur des petits projets près tout ce qui est un système de top loader pour stocker et convoyer en automatique cette biomasse vers les modules que l'on a standardisés euh, et voilà, qui sont le thermolyseur et le craquage. Ensuite, le gaz de synthèse va aller dans la partie bleue, hein, dans la partie TEPC. Vous voyez les différents éléments, on va dire là, ils ne sont pas lisibles, mais on a différentes briques pour arriver à l'hydrogène mobilité. Donc un projet comme ça, c'est à peu près euh, entre 3500 et 500 et 5000 mètres carrés, hein, de besoin de surface. En fait, ce qui fait souvent une surface, c'est si elle est carrée ou rectangulaire. Et puis aussi, c'est les routes, on va dire, parce qu'il y a des rotations de camions quand même, de biomasse. Sur un
pour donner un ordre d'idée, sur 4 modules comme ça, on est à peu près sur 3 camions max de biomasse par semaine. Et on va être sur 2 camions qui vont venir de biochar tous les 3 semaines. Donc c'est pas non plus un gros flux, mais ça nécessite de l'espace pour la circulation. Donc là, on va rentrer un peu sur tout ce qui est où on en est dans notre technologie, hein, et nos projets. Donc là, vous voyez les 2 premières photos, les 3 photos qui sont présentées sont issues de notre premier démonstrateur en fait à Strasbourg. Il faut savoir qu'à partir de, il y a eu en 2000, fin 2019 et début 2021 2 pilotes réalisés que l'on appelle nous en interne une version 1 et une version V2 qui ont permis de valider, on va dire, les briques de la thermolyse, la technologie aussi qui correspond. Et cette version a été faite aussi pour l'IPO que l'on appelle une version 3 qui est fait à Strasbourg, sur le site de Réseau Gaz de Strasbourg, qui est un gestionnaire du réseau de gaz local. La vision, c'était, on va dire, ils exploraient les différents moyens de produire de l'hydrogène et aussi de son utilisation. Donc, ils ont fait une grande plateforme de tests et d'essais au sud de Strasbourg. Et donc, du coup, on a eu un accord avec eux de faire en fait, une première phase de démonstration qui, du coup, a commencé vraiment en 2022 après l'installation des équipements. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que Hafner Energy exploite cette installation qui aussi a accumulé des retours d'expérience. Ce sont quand même des technologies innovantes ou thermochimiques. Donc cela nous a permis aussi de faire face à des problèmes, de faire face à des corrections de certaines interfaces, surtout principalement, qui ne sont pas évidentes, parce qu'on est sur des gaz quand même assez particuliers. Donc on a quand même, sur cette version 3, réalisé plusieurs runs de plusieurs centaines d'heures, avec des productions quand même de performance autour de 80-85% en termes de production, donc qui sont quand même bien satisfaisantes. On a expertisé cette installation au niveau maturité technologique. On est entre 7 et 8 sur cette version 3. Et en 2023, en fait, on a testé pareil, les différentes briques hydrogène sur ce site en plus petit, parce qu'on veut valider d'abord les briques avant de passer à une plus grosse échelle. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on peut produire sur ce site en fait, de l'hydrogène qualité mobilité en très petite quantité, parce que c'est des petits équipements de traitement. Donc ça nous confirme en fait l'avancée quand même de cette technologie et la possibilité de faire de la biomasse qualité hydrogène avec de la biomasse cellulosique. Donc ça, c'est d'autres projets en cours. Donc comme je vous ai dit, à Strasbourg, c'était une version 3 de notre technologie. Donc l'entreprise a décidé aussi de faire un site en fait près de Vitry-le-François. Vitry-le-François, c'est en Champagne, c'est notre siège. Et parce que exploiter, on va dire, l'installation à Strasbourg de nous-mêmes, ça coûtait assez cher. Donc du coup, on est en train de construire là notre V4 à Marolles, qui est près de Vitry-le-François, qui est voué à produire à peu près 15 kg/h d'hydrogène. C'est un module et qui est classé en fait en projet R&D. Donc on va pouvoir tester plusieurs types de biomasse. Donc c'est l'Adréal qui dit que c'est un projet R&D et qui nous permet, on va dire, une souplesse notamment des matières premières. En fait, c'était ça notre objectif, parce qu'à Strasbourg, on ne pouvait que mettre des bois issus de la forêt. Et c'était quand même un problème parce que la tendance, c'est quand même déjà aller vers des biomasses agricoles ou encore des biomasses encore plus polluées.
Et on ne pouvait vraiment pas faire de tests à Strasbourg, l'autorisation ne nous le permettait pas. Donc là, on aura, à partir du deuxième trimestre 2024, notre module pour tester différents types de biomasse ou de matières premières, tout simplement. On a, toujours sur la même version de cette technologie, un projet qui est fait en Suisse, à Glovilliers. C'est de l'hydrogène principalement qui va être utilisé pour la fabrication de montres de luxe. Et un projet qui devrait démarrer entre fin 2024 et début 2025. Donc un projet avec deux modules d'une production de 720 kg jour. Et un autre projet qui viendra après, qui est un projet à Alkmaar aux Pays-Bas, qui est sur déjà un site particulier, qui est sur le site d'Investa, qui est déjà un site en fait de démonstration industrielle et qui nous permettra d'utiliser plein de matières premières, et qui est aussi sur la vallée hydrogène. Donc c'est un projet qui sera financé en fait en partie par l'Union européenne, et de taille identique en fait, avec deux modules pour une production de 720 kg jour. Voilà, j'ai fini. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si la salle a des questions, des réactions. Je vais peut-être en poser quelques-unes. Déjà par rapport à ces projets-là, donc on est que sur les applications industrielles. Pourquoi 720 kilos? Ça paraît précis comme ça. Quel est le sous-jacent derrière, le rationnel? Alors il y a 3 ans, en fait, le dimensionnement global a été fait pour une station de distribution moyenne d'essence, comme de Total ou Esso. Et les 720 kg jour correspondent à peu près à l'énergie sortant d'une station essence. Donc c'est pour ça qu'on a fait un module, en fait, on voulait standardiser en fait aussi notre produit pour qu'il soit transportable sur skid. On ne pouvait pas le faire avec 720 kg parce que ça prenait trop de place pour le mettre en conteneur. Donc du coup, on l'a coupé en deux pour faire deux modules de 360 kg jour. C'est à peu près ça l'histoire. Là, dans les projets qu'on voit, vous avez, c'est des contractualisations en direct. Comment est racheté l'hydrogène par l'industriel? Alors le projet en Suisse, par Ouais. exemple, c'est à la base, le client, c'est quelqu'un qui travaille dans le bois, notamment qui fait les traverses de chemin de fer, et qui aime bien l'innovation et qui porte ce projet d'hydrogène pour valoriser des résidus de ces productions de traverses de chemin de fer. Et en fait, juste à côté, il y a des industriels de montres qui ont besoin d'hydrogène pour faire le verre. Et en gros, lui, il va vendre lui-même. Bon, il va passer par un intermédiaire qui va être un gazier qui va le revendre à cet industriel. Donc c'est quand même une production assurée, continue, sur 20 ans. On n'est pas sur de la mobilité, on est sur de l'industrie. Et Alkmaar, aux Pays-Bas, c'est pareil. En fait, c'est une plateforme que vous disiez un peu spécifique. Il y a notamment des pétroliers. Et il y a un pétrolier qui veut décarboner et utiliser l'hydrogène vert. Donc, pour ouvrir un peu, qu'est-ce que vous attendriez aujourd'hui pour vraiment scaler sur différents sites? Est-ce que c'est une sorte de feed-in tarif sur ce que vous pourriez produire avec une aide ou par exemple l'aide de la Commission européenne de subventionner un prix fixe de l'hydrogène, 3 euros le kilo, 4 euros le kilo, 5 euros le kilo? Qu'est-ce que vous pourriez pour développer plus de projets comme ça? Qu'est-ce que vous attendriez? Alors, on est sur différents marchés, mais sur le marché de l'hydrogène, pour l'instant, il est pas mal porté par les projets d'électrolyse. Hein. Nous, on est comme une technologie innovante. Hein. Comme je l'ai dit, on n'est pas encore en TRL 9. Donc, on est sur des projets spécifiques où les porteurs de projets prennent encore des risques. Hein. Déjà, c'est d'une part, il y a ça. Et le marché de l'hydrogène, il est un peu en berne parce qu'en fait, il est porté comme à la base. On va dire l'expérience était qu'il y avait une grande croissance de la mobilité hydrogène et qui n'est pas là. Donc après, l'État fait quand même des choses, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même déjà la Tiruert, hein, qui est, on va dire, qui peut être une autre valeur, hein, théoriquement entre 4 et 5 euros le kilo, mais globalement sur le chaîne de valeur, c'est plutôt 2 ou 3 euros.
Et après, c'est la compétitivité après de l'hydrogène produit par rapport malheureusement au diesel et à l'essence. Donc ce qu'il faudrait en fait, c'est une subvention, comme vous Mmh. dites, en fait, pas en CAPEX, hein, comme il y a eu un appel à projet de l'ADEME, parce que le CAPEX a une part un petit peu importante sur le coût de production d'hydrogène, mais c'est plutôt l'OPEX en fait, hein, comme il se fait sur l'éolien ou le solaire, c'est-à-dire venir financer un projet sur 15-20 ans en X euros par kilo, et qui permet en fait au financier, parce que le financier, quand on lui parle d'hydrogène, il a plutôt peur quand on arrive dans une banque, hein, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça permettrait, on va dire, de rassurer les financiers. Ouais. Et avant que je rouvre encore à la salle, un assouplissement réglementaire, parce que tout à l'heure vous disiez que vous étiez un peu bloqué sur certains projets pour pouvoir tester plusieurs biomasses, par exemple à Strasbourg, typiquement le sujet là. Ouais, bah là, on peut pas trop parce que en France, en tout cas, même dans tous les pays, c'est comme ça. Il y a il y a des rubriques de danger, Mhm. que ICPE, installation classée pour l'environnement. Nous, on est plusieurs rubriques, dont une rubrique parce on fait de la chaleur avec la biomasse, donc qui s'appelle la 2910 en bois propre. Mais suivant qu'on utilise différents combustibles, on passe dans d'autres rubriques et euh, il y a très peu de moyens de. C'est comme ça, en valorisation, par exemple, de chaleur, de CSR ou de bois ou autre chose, ils sont comme nous. Donc, c'est pas. Le plus gros. Il y a quand même un souci sur une de ces rubriques, c'est la 3412, qui est la production d'hydrogène, qui dit qu'à partir de quelques kilos produits, on est en fait en autorisation, en classement en autorisation. Euh, c'est quand même dommage que le principal problème de l'hydrogène, c'est quand même le stockage. Donc c'est une autre rubrique, le 4715, c'est vraiment ça le danger. Et qui, on va dire, si on est en dessous de 1 tonne, on est en déclaration, on va dire, c'est vrai, avec des facilités Oui. en temps et administratives vis-à-vis de l'Adréal. Et là, si on produit 1 gramme d'hydrogène, on a un projet qui produit 1 gramme L'autorisation. d'hydrogène, il a 10 mois à 14 mois d'autorisation de l'Adréal. Donc c'est. Alors que le danger n'est pas vraiment là en plus. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est la DGPR après la BRIAC qui statue ces ICPE. Un petit peu besoin d'homogénéiser en fait ces rubriques éventuellement dans ces Bah, cas l'adapter précis. parce qu'en fait, Ouais. la chose, la 3412 a été en fait créée parce que l'électrolyse n'avait pas de rubrique de danger ICPE. Donc ils ont créé cette rubrique-là en vite fait pour l'électrolyse. Et vu qu'ils n'avaient pas trop de ratio, de quantité de danger, ils ont mis direct quelques kilos. Mais bon, on va dire, je pense qu'elle va être assouplie d'ici, allez, peut-être, ça met du temps, c'est l'administration, mais j'en espère dans 2 ou 3 ans, il y aura au moins des seuils. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Parce que je monopolise la parole, mais peut-être une dernière question de mon côté. Par rapport au biochar, vous n'avez pas du tout parlé, mais c'est quand même peut-être une valorisation à venir, j'imagine. Peut-être par rapport à des certificats de crédit carbone, ce genre de choses. Est-ce que ça rentre dans le business model même de ces projets-là? Parce que, bah, après, je suis pas là pour ça, mais sur des gros projets de syngas, on utilise ce biochar pour faire de l'énergie, donc il n'y a plus du tout de biochar. On utilise ce biochar pour faire du gaz. Sur des petits projets hydrogène, donc du coup, on a du biochar. Donc oui, c'est vrai que j'ai parlé de valorisation matière. Donc, par exemple, si on l'utilise en réduction du minerai de fer, il va être utilisé, on va dire, remis dans l'atmosphère, entre guillemets, en CO2. Donc il n'y aura pas de certification carbone possible. Par contre, s'il est incrémenté dans le ciment, donc ça a déjà été fait, hein, il y a un peu le groupe solaire qui est là, qui a déjà vendu des certificats carbone en fait avec l'incorporation du carbone dans le ciment. Donc là, c'est en fait la logique, c'est que le carbone fossile qui a été émis par l'énergie fossile est capté par l'arbre. À peu près 50% de ce carbone est concentré dans le biochar. Et si on vient soit le stocker dans le sol en amendement agromique ou dans le ciment, on appelle ça après le temps, ça s'appelle la permanence. Donc suivant le temps que l'on évalue du stockage, ça peut être 50, 100 ans, 150 ans, du coup il y aura après un crédit carbone qui aura une certaine valeur. Mais aujourd'hui, c'est Ouais. pas du tout dans ces projets-là, c'est Ah pas. si, c'est Vous le bien sûr. valorisez donc. Ah oui, Bah oui. oui, c'est bien sûr. Bah oui, parce que en gros, en termes de revenus financiers, du coup, les deux revenus plus Oui, importants, c'est l'hydrogène et le biochar. Et grosso modo, allez,
entre 70-80% l'hydrogène et le reste, c'est la matière et les certificats carbone du biochar. Pardon. Bonjour. Dans l'hypothèse où la filière hydrogène décolle vraiment, comment vous voyez la résolution du problème du transport de l'hydrogène? Le transport de l'hydrogène, alors nous on est dans la production. Donc là, par exemple, sur les projets industriels que je vous parlais, le consommateur est à proximité. Après, le transport de l'hydrogène, c'est de la compression on va dire, à haute 350 ou 700 bars. Donc ça déjà augmente le coût de l'hydrogène. Et après, c'est un peu bon. Il faut rajouter encore 2-3 euros de transport, hein. C'est souvent ça un peu le ratio pour transporter de l'hydrogène à 150-300 euros. Et qui fait ramener l'hydrogène, hein, souvent, on arrive avec nous à 12 ou 14 euros. Puis quelquefois, même avec l'électrolyse, 15-20 euros. Donc c'est vrai que ça peut marcher dans des business spécifiques, mais pas pour le... C'est vraiment trop cher pour des transports routiers ou des collectivités qui ont des bus. Donc le sujet, après, je pense, c'est d'avoir des productions quand même assez proches des consommations autant que possible. Mais après, ou faire des grosses unités de production, hein, pour baisser vraiment le coût de production de base. Et puis... mais on va dire à court moyen terme, ça sera que du tube trailer. Après, quand il y aura des réseaux hydrogène dédiés, il y aura peut-être des projets de production qui vont s'aligner à côté des tuyaux, mais ça va mettre 10 ans. Ça va être très long. Oui, en fait, oui, par exemple, Réseau Gaz de Strasbourg, en fait, c'est leur sujet. Donc, comme j'ai dit, il y a une grande plateforme d'essai. Donc, il y a nous, mais ils testent aussi des chaudières hydrogène, ils testent plein de choses. Et dans ces usages hydrogène, ils testent en fait des variations de taux d'hydrogène, CH4 hydrogène en fait, hein. Donc eux, ils ont fiabilisé plusieurs équipements avec un ratio 10-90, hein, 10 hydrogène, 90% de méthane. Engie aussi le fait, Oxygène, mais c'est bon, je pense que il y a d'autres pays qui sont plus avantagés parce que, par exemple, aux Pays-Bas, en Belgique, en fait, quand ils ont mis un tuyau d'hydrogène, un tuyau de méthane, ils en ont mis 4. Donc, souvent dans ces pays-là, passer un tuyau en hydrogène, ça pose moins de problèmes parce qu'il y en a plusieurs. Et même mettre un tuyau de CO2 parce qu'il y a eu le CO2 aussi en plus. Donc c'est vrai que nous en France, on a un très bon réseau gazier, hein, mais on a quand même des consommations très éclatées et on n'a qu'un tuyau. Donc c'est pas évident. Merci. Je pense qu'on we can switch to you, Osama, for Chartech. Yeah, hello everybody and welcome. My name is Osama Hamdani. I'm the Director of Engineering at Char Technologies, headquartered in Toronto, Canada. Today, I want to deliver just a quick presentation going through the production of green hydrogen using organic biomass. But first, I will give you an idea of Char Technologies, its history, divisions, and our active projects. So we're a public listed company in the TSXV venture in Toronto, and it's something important that we have to deliver this statement before presenting any of our products. So to the extent of this presentation is not based on historical events, and it constitutes forward-looking statements. These forward-looking statements include, without limitation, statements evaluating market and general economic conditions,
it also contained, like what's contained in this presentation represent management's expectations as of this date, and it's based on number of opinions. So Char Technologies, we are divided into 4 different divisions. We have Chartech Solutions, where I belong. We deliver and design high temperature pyrolysis plants. I'll tap into in a minute what do we mean by a HTP plant. So we do the EPC and BO projects at Chartech Solutions. The Chartech Biocarbon really focuses on the R&D services and also take care of the biocarbon sales. For the Chartech services, we have a team that is operating our plants and operating also the client's plants in case we have a operation and maintenance contract with them. Alltech Environmental, this is our consulting division. We do focus on 3 different parts. So we go with water efficiency, energy efficiency. We also do water and wastewater treatment plants. And we go with air permitting, environmental compliance, and subsurface contamination. So high temperature pyrolysis, this is a brief of what inputs we use in terms of feedstock. We go with biosolids, wood waste, and agricultural waste. We use our process high temperature pyrolysis, which can be defined as a thermochemical conversion at a high temperature. We do operate at a higher than 850 degrees C with the absence of air or oxygen, and it's an indirect heating method. The outputs, of course, would be kind of biochar, biocoal, activated biochar, and then we work on the elimination of contaminants like PFAS destruction, which is nowadays being legalized, like in the US as a bylaw, to make sure the Class A biosolids are free of PFAS. On the syngas side, or on the gas side, we produce clean syngas, RNG, or hydrogen, depending on the project location and client specifics. The end users, as usual, these are the steel manufacturers, metal mining, municipalities, transportation, gas utility, agriculture, and power generation. So really the benefits here of the high temperature pyrolysis is renewable energy generation and value added outputs. So, we convert organic waste streams that has no value. It's being converted into a valuable biocarbon product. There is a type of reduction in the feedstock. So if you are transporting your waste, you end up with a high tipping fee, or sometimes it depends on the location of the waste itself. You don't find a place to get these waste to in terms of landfills. There are certain municipalities, they do have their own bylaws to prevent this. So with the pyrolysis, you are reducing the waste up to 90%. And of course, the carbon negative, this is where we are reducing the GHG emissions amount. Active projects, so we're currently working on 3 different projects. The first one is located in Thorold, Ontario, and this we will end up processing around 72,000 tons per year using construction and demolition wood. We will produce biochar, and that can be used for soil amendment, and biocoal for steel industry. And we are producing RNG from this plant up to 500,000 gigajoules per year. This project is in construction. The next one is Saint-Félicien in Quebec. We do have
the access of 36,000 tons of woody biomass material that we will end up processing. And we are producing biochar and biocoal and syngas to power gas turbines. This project is currently in development. A Synagro project that's down in Baltimore, in Maryland, US. That's a kind of a demo plant to destroy PFAS from biosolids and to produce syngas. It's mainly like 300, like with a feedstock of 350 kg per hour. So we will end up producing the biochar and clean syngas that will operate the whole plant, without any use for outside energy. So, I just sticked in here like 3D models for Thorold and Synagro. Thorold is a two-phase project. We have placed the orders for all phase one project, all phase one components. The blue parts here, these are shaded areas for storage, for the storage of the feedstock. And then it's being processed, we are getting the C&D wood at around 40% moisture content, so we're knocking it down to 15% before it reaches to the pyrolysis kiln. You can see there's a belt type dryer, a magnetic separator, followed by a destoner and a hammer mill. The hammer mill is really to size the material to around a 1/4 inch and have a uniform particle size before feeding the pyrolysis kiln. We will have two parallel kilns. These will operate simultaneously and followed by a pelletization of the biochar. And then the biochar will be transported to the client. On the south end of the building, we will end having, you can see this yellow stack. There's the thermal oxidizer in terms of any shutdowns requirements. All our pyrogas will go to the thermal oxidizer. But during normal operation, we will have a clean, like a gas cleanup system, followed by gas cleanup upgrade, which is a methanation package. We're using a polar, non-polar, followed by, as usual, we're trying to knock down the H2S to ppb levels. So we're using a type of guard beds, like the zinc oxide beds, followed by water gas shift and methanation, and we're dehumidifying the gas, and we're using an amine unit to knock down the CO2 before we access the gas pipeline. So we are meeting the gas pipeline through this treatment mechanism. The next one to the right, that's the Synagro demo plant. Like as you can see, this is just a receiving bin, followed by directly going into the pyrolysis kiln, and then the yellow part is the gas cleanup system, and the pink part is the thermal oxidizer. The blue E, this is an E-container, we have to meet the NFPA 820 for this project. So it has to be a classified zone. On the solid side, it's a class 2 div 2. On the gas side, it's a class 1 div 2. So in terms of syngas, when we clean the syngas, it's hydrogen rich. We usually operate at 950 to maximize 950 degrees C to maximize the concentration of hydrogen in the syngas, and this can be used, to further upgrade it to produce green hydrogen, RNG, or maybe pass it through a CHP system and use it. Of course, syngas can use to offset natural gas consumption on site, the same what we are doing for Synagro project, and then reducing energy cost and GHG emissions. So, basically based on the market requirements, some parts of North America, they do favor hydrogen production, while other parts,
they do favor RNG production, and this depends on the demand as all the time was this way. So we are well positioned to convert waste into hydrogen-rich syngas, which can be upgraded to high purity. And when I'm talking here about high purity, this can be either industrial grade or fuel grade hydrogen. And Canada has a $1.5 billion fuel fund to increase hydrogen production, and the demand for hydrogen in the US could reach up to 41 million tons per year by 2050. And as usual, pyrolysis as gasification qualifies as a low carbon green hydrogen gas source. So it falls in the same category as gasification as seen below in the table. That's really a sketch showing, the process mechanism of using food or an organic biomass waste, to produce industrial grade hydrogen. We're using here an agricultural residue with a moisture content of 5%. We're going to process this in 2 kilns. 2 pyrolysis kilns, so 5,670 kg per hour. We are producing around 1,000 kg per hour of biocarbon, and then all the pyrogas is cleaned in the pyrogas cleaning system. Syngas here, I just left some parts not seen here, but it's mainly syngas is compressed to around 8 to 10 bars, and then we use a guard bed, which is a zinc oxide bed, to purify more the gas from the H2S levels. And we pass it through a steam methane reformer to convert the methane to hydrogen, followed by water gas shift to convert also the CO2 the CO to CO2 and hydrogen. And the last stage would be a PSA adsorber, where we are producing the hydrogen. The off gas here is used back in the boiler to produce steam for the steam methane reformer. So it's a closed loop system. As you can see from the pyrogas cleaning, we are reusing the syngas to operate the kiln. So once this is starting, we don't need, after a couple hours, we don't need any kind of outsourcing or any source of energy except our plant. So our plant will be producing the energy required to operate the plant and then to generate hydrogen. That's it for today. Thank you. Questions? Thank you, Sama. Some question in the audience? Maybe I just have a question about the last slides. Do you need to dry the biomass? Because I see just 5% of moisture, so it's very low. So we're not drying it Okay. here. We are just receiving it from the client, at 5%. And that's the interesting part about this project is that, if you look at the ratio between the feed, the 5670 versus the 1024, so this means the pyrogas kg per hour or cubic meter per hour is high. And this is what gives us the opportunity to produce more green hydrogen. Now, as I mentioned, we are operating at 950 degrees C. And, we have observed from our 5 years of piloting, that operating at such temperature will give us a high hydrogen content in the syngas apart from other temperatures. What is the usage for hydrogen in the others project? Is only industrial or there is? Well, it depends on the requirements of the client. Yeah. So if it can be industrial and it can be fuel grade. So in California, for example, they ask for the 5 nines. It's not just 99.98. And we have achieved this.
but one of the gentlemen was asking about transportation, and my colleague here was, explaining the difficulties of transportation, and I totally agree with my colleague is that, it's still nowadays the hydrogen production is feasible, economically feasible, when you are using it closer to the production. Hi, thanks a lot for the presentation. Maybe just a general question about the biomass. In Europe, there are lots of debate about the availability and the amount of biomass that we have and that we need to share in between all the applications. How is it in Canada? I mean, is the potential high enough to be sustainable for all application, including hydrogen? That's a good question. Thank you. Canada, it has high capacity of wood waste residuals, and what we are doing currently, for Thorold project that I presented, we have the wood supplier is only 5 minutes away from us. So, and they have lots of availability for this wood, CND wood. The same for Saint Félicien, the location of the project is really dictated by the availability of the biomass, right? And this is just to avoid any tipping fee on transportation. So, yes, to answer your question, we have lots of residual biomass in Canada. What are the key elements to secure a project? Is it biomass? Is it the upstream part, or the hydrogen, or maybe biochar or CO2 for you to start a project? Well, actually, it's three things. It's the availability of the biomass, it's the availability of an off-taker, and the availability of funds. These projects are up to date. They are a little bit expensive, but for example, for Thorold, we do have the off-taker for the RNG, and we are producing 500,000 gigajoules per year. So our paybacks, our IRR looks very promising and very positive. Just maybe a last little question. Maybe you mentioned it, but which technology is more mature at the moment? It's to go to the green hydrogen or to go to the renewable natural gas? Well, it depends. I mentioned this. It depends on the region that you are operating in. So if you look at North America, for example, the South and West, they favor the hydrogen. The other parts, East and North, they favor the RNG. So, and it depends also on the availability of the gas pipeline, passing by your site. So, for example, for Thorold, again, we have Enbridge gas pipeline is only 1 kilometer away from the site, so we can access the pipeline easily. And from the conversion technology point of view, I mean, is there one of or the other which is more mature? RNG, I would say, yeah. When you say RNG, it's like biomethane, or is it something with less constraints than biomethane? It's, the renewable natural gas that we are producing has to meet the pipeline specs. So for Thorold, for example, I would say we are producing the RNG with a humidity at less than 56 milligrams per cubic meter, CO2 levels. This is all dictated by the pipeline specs, and then we go backwards and design our system. I don't know if you have some other question in the room. Otherwise, I will conclude the roundtable, and thank you very much, Mr., for the presentation. And you can, I know that Hafner has a stand on the exhibition, so if you want to follow Govan. Merci.